À 14h47, le 8 juin 1944, l'Obergefreiter Hans Müller se tenait dans la cale d'un Liberty Ship traversant l'Atlantique, regardant à travers un hublot la côte américaine apparaître dans le brouillard. 23 ans, ancien servant de char en Afrique, capturé 3 jours après le jour J en Normandie. Pendant 2 ans, Müller avait dormi sur son Panzer dans le désert nord-africain, puis dans des trous de boue en France. Il avait mangé des rations de combat britanniques prises dans les stocks capturés et une soupe aqueuse faite avec les légumes que la Wehrmacht pouvait récupérer. Au cours des 11 derniers mois, il avait perdu 15 kg. Les autres prisonniers allemands dans la cale étaient silencieux. Ils avaient entendu des histoires sur les camps de prisonniers américains. Certains croyaient qu'ils seraient exécutés. D'autres pensaient qu'ils seraient envoyés dans des camps de travail en Alaska ou forcés de déminer des champs de mines. Müller ne croyait à rien. Il avait cessé de croire en quoi que ce soit, sauf ce qu'il pouvait voir et toucher. Ce que Müller ne savait pas, c'est que dans 3 semaines, il serait assis dans une ferme du Minnesota en train de manger du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre et de la sauce, écrivant des lettres à sa famille à Stuttgart, décrivant son emprisonnement comme un séjour à l'hôtel, et se demandant pourquoi il avait passé 2 ans à se battre alors qu'il aurait pu se rendre en 1942 et éviter tout ce cauchemar. Le navire accosta dans le port de New York le 11 juin. Müller et 847 autres prisonniers de guerre allemands furent traités à Ellis Island. Des policiers militaires américains les fouillèrent, les photographièrent, leur distribuèrent des uniformes. Les uniformes étaient vert olive, avec de grandes lettres PW peintes au pochoir dans le dos en peinture blanche. L'uniforme de Müller était propre, neuf, sans trou ni pièce. Il n'avait pas porté de vêtements propres depuis 6 mois. Le traitement dura 4 heures. Pendant ce temps, les prisonniers furent nourris 2 fois. Des sandwichs avec de la vraie viande, du café avec du vrai sucre. Müller mangea lentement, s'attendant à ce que la nourriture soit retirée avant qu'il ne finisse. Elle ne fut pas retirée. Un policier militaire lui apporta un 2e sandwich sans qu'on le lui demande. Ce soir-là, Müller et 400 autres prisonniers montèrent à bord d'un train se dirigeant vers l'ouest. Le train avait des wagons de passagers avec des sièges et des fenêtres. Müller s'était attendu à des wagons à bestiaux, comme ceux que les Allemands utilisaient pour transporter les prisonniers soviétiques. Les Américains utilisaient des trains de passagers. Les sièges avaient des coussins. Les fenêtres s'ouvraient. Un garde américain traversa le wagon et distribua des couvertures. Müller prit la couverture et la fixa du regard. La couverture était en laine, épaisse, sans poux. Il l'enroula autour de ses épaules et s'endormit assis droit sur son siège. Il se réveilla 16 heures plus tard lorsque le train s'arrêta à Chicago. Les gardes distribuèrent le petit déjeuner. Du pain, du beurre, de la confiture, du café. Du vrai café. Pas le mélange de chicorée que la Wehrmacht servait depuis 1943. Un prisonnier assis en face de Müller, un ancien mécanicien de la Luftwaffe nommé Schmidt, se mit à rire. Schmidt expliqua en allemand que si les Américains les nourrissaient si bien pendant le transport, les camps devaient avoir de vrais lits et de vraies toilettes. Un autre prisonnier, Hoffman, n'était pas d'accord. Hoffman croyait que c'était de la propagande. Les Américains les engraissaient pour des photographies à montrer à la Croix-Rouge. Ensuite, ils réduiraient les rations une fois les inspections terminées. Müller ne dit rien. Il mangea son pain et son beurre et regarda la campagne américaine défiler par la fenêtre. Le train atteignit le Minnesota le 14 juin. Müller et les autres prisonniers furent transportés en camion vers un camp à l'extérieur de la ville d'Alona, dans le centre-nord du Minnesota. Le camp avait été une installation du Civilian Conservation Corps avant la guerre. 20 baraques en bois disposées en rangées, un réfectoire, un bâtiment de loisirs, un petit hôpital. L'ensemble du camp était entouré d'une simple clôture de barbelés avec des miradors à chaque coin. Müller s'était attendu à des murs de béton et des nids de mitrailleuses. La clôture ressemblait à quelque chose conçu pour contenir du bétail, pas des hommes. Le commandant du camp, un major de l'armée américaine nommé Patterson, s'adressa aux prisonniers sur le terrain de parade. Patterson parla en anglais. Un sergent germanophone traduisit. Patterson expliqua les exigences de la Convention de Genève. Les prisonniers de guerre travailleraient 6 jours par semaine. Ils recevraient un salaire au taux de 100 centimes de l'heure en bons du camp. Ils auraient un jour de congé par semaine. Ils seraient logés dans des baraques avec des lits et de la literie. Ils recevraient 3 repas par jour. Ils auraient accès aux soins médicaux, aux installations récréatives et aux services religieux. Patterson termina son discours et renvoya la formation. Müller se dirigea vers sa baraque assignée et trouva un lit à cadre métallique avec un matelas, 2 couvertures et un oreiller. Il s'assit sur le lit et appuya sur le matelas. Il se comprima sous son poids.
Un vrai matelas, pas de paille, pas de planche. Müller s'allongea tout habillé et fixa le plafond. Schmidt, qui avait été assigné au lit voisin, riait à nouveau. Schmidt dit que c'était mieux que ce qu'il avait dans les baraques de la Luftwaffe à Brême. Müller était d'accord, mais ne rit pas. Le premier repas au camp fut servi à 18h ce soir-là. Müller rejoignit la file de prisonniers entrant dans le réfectoire. Des cuisiniers américains servaient la nourriture derrière un comptoir. Müller reçut un plateau avec du rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, du pain, du beurre et du café. Il reçut également une part de tarte aux pommes. Müller porta son plateau à une table et s'assit. Il regarda la nourriture sur son plateau et calcula les calories. Les rations de l'armée britannique qu'il avait capturée en Afrique du Nord fournissaient environ 2800 calories par jour pour les troupes de première ligne. La ration de la Wehrmacht en France en 1944 avait été réduite à environ 2200 calories par jour, et c'était l'allocation théorique. La distribution réelle avait été plus proche de 1600 calories, parce que les lignes d'approvisionnement étaient perturbées. Le repas sur le plateau de Müller représentait environ 1400 calories. Un repas. Les Américains nourrissaient les prisonniers plus en un repas que la Wehrmacht n'en avait fourni en une journée entière. Müller mangea lentement. Il avait appris en Afrique du Nord que manger trop vite après une faim prolongée causait des crampes d'estomac. D'autres prisonniers mangeaient plus vite. Certains se resservaient. Les cuisiniers américains ne les arrêtaient pas. Schmidt revint à la table avec une deuxième portion de rôti de bœuf. Il s'assit et expliqua que le cuisinier lui avait demandé s'il en voulait plus. Schmidt avait dit oui, et le cuisinier avait rempli son assiette. Pas de questions, pas de formulaire à signer, juste plus de nourriture. Hoffmann pleurait, pas bruyamment, juste des larmes coulant sur son visage pendant qu'il mangeait sa purée de pommes de terre. Müller comprenait. Hoffmann avait été capturé en Tunisie en mai 1943. Il avait passé 13 mois comme prisonnier, d'abord en Afrique du Nord, puis en transit, maintenant ici. 13 mois d'incertitude, à se demander si chaque jour serait le dernier, à manger ce que les gardes décidaient de fournir. Maintenant, il mangeait de la tarte aux pommes au Minnesota. Le contraste était accablant. Les affectations de travail commencèrent le lendemain matin. À 5h30, un sifflet retentit. Müller s'habilla et se dirigea vers le réfectoire pour le petit déjeuner. Des crêpes, du sirop, du bacon, du café. Après le petit déjeuner, les prisonniers se rassemblèrent sur le terrain de parade. Des gardes américains lurent les affectations de travail depuis un presse-papier. Müller et 47 autres prisonniers furent assignés à une ferme maraîchère à 19 km à l'est du camp. Ils montèrent dans un camion à 7h et arrivèrent à la ferme à 7h43. La ferme appartenait à une famille nommée Peterson. Monsieur Peterson avait 54 ans. Ses 2 fils servaient dans le Pacifique avec les Marines. Sa ferme couvrait 259 hectares. Avant la guerre, il avait employé 6 travailleurs à temps plein et de l'aide saisonnière supplémentaire pendant la récolte. Maintenant, il avait sa femme, sa fille de 16 ans et des prisonniers de guerre allemands. Peterson accueillit le camion à son arrivée. Il parla au garde américain responsable, puis s'adressa aux prisonniers en anglais. Le traducteur répéta ces mots en allemand. Peterson avait besoin que les prisonniers binent les mauvaises herbes dans son champ de choux. Le champ faisait 16 hectares. Le quota était d'1,5 hectare par homme par jour. Le travail continuerait jusqu'à ce que tout le champ soit terminé, environ 3 semaines. Peterson fournirait de l'eau et une pause déjeuner à midi. Il s'attendait à ce que les prisonniers travaillent efficacement, mais sans se blesser. Les travailleurs blessés étaient inutiles. Peterson retourna à sa ferme. Le garde dit aux prisonniers de commencer. Müller n'avait jamais travaillé dans une ferme. Il avait été apprenti machiniste à Stuttgart avant la guerre, mais biner les mauvaises herbes ne nécessitait aucune compétence particulière, juste de l'endurance. Il prit une houe du camion et entra dans le champ de choux. Le soleil du Minnesota était déjà chaud. À 9h, Müller avait enlevé sa chemise et travaillait en maillot de corps. Le sol était sombre et riche, rien à voir avec le sable et la roche d'Afrique du Nord. Les choux étaient plantés en rangées droites. Les mauvaises herbes poussaient entre les rangées. Müller travailla le long d'une rangée en coupant les mauvaises herbes, puis passa à la rangée suivante. À 10h15, Madame Peterson apparut au bord du champ portant un grand bidon métallique. Elle appela en anglais. Le garde traduisit. « Pose haut ». Les prisonniers arrêtèrent de travailler et se dirigèrent vers le bord du champ. Madame Peterson versa de l'eau dans des tasses en fer blanc. L'eau était froide, tirée d'un puits. Müller but 2 tasses et retourna au travail. À midi, le sifflet retentit à nouveau.
Pause déjeuner. Les prisonniers marchèrent vers l'ombre d'un grand chêne près de la ferme. Madame Peterson et sa fille apportèrent des paniers remplis de sandwichs, jambon et fromage sur d'épaisses tranches de pain, des pommes, des biscuits. Les prisonniers s'assirent à l'ombre et mangèrent. Schmidt commenta que le déjeuner était meilleur que tout ce qu'il avait mangé pendant tout son temps dans la Luftwaffe. Hoffmann était d'accord. Un autre prisonnier, un ancien fantassin nommé Weiss, expliqua que la ferme de sa famille en Bavière avait été réquisitionnée par la Wehrmacht en 1942. L'armée avait pris tout le bétail et la plupart des céréales. Ses parents avaient survécu avec des pommes de terre et du chou pendant 2 ans. Maintenant, il était assis au Minnesota en train de manger des sandwichs au jambon tout en travaillant dans une ferme qui avait plus de nourriture que tout son village n'en avait vu depuis 1939. Weiss termina son sandwich et s'allongea dans l'herbe. Il ferma les yeux et dit « C'était insensé ». Müller ne dit rien. Il mangea son sandwich et regarda Madame Peterson et sa fille retourner à la ferme. Le travail continua tout l'après-midi. À 16 heures, Müller avait terminé son quota d'1,5 hectare. La plupart des autres prisonniers aussi. Certains avaient terminé 2 hectares. Le garde vérifia le champ et confirma que le travail était acceptable. Les prisonniers chargèrent les houes dans le camion et montèrent à bord. Ils arrivèrent au camp à 17h17. Le dîner fut servi à 18h. Des côtelettes de porc, des pommes de terre au four, du maïs, du pain, du beurre et du gâteau au chocolat. Müller mangea son repas et calcula. En une journée, il avait consommé plus de calories qu'il n'en mangeait habituellement en 3 jours pendant les derniers mois en Normandie. Son corps réagissait. Il pouvait sentir sa force revenir. Ses mains étaient endolories par la houe, mais c'était temporaire. La nourriture faisait la différence. Ce soir-là, Müller écrivit une lettre à ses parents à Stuttgart. Le camp fournissait du papier à lettres et des timbres. La Croix-Rouge inspecterait les lettres et les transmettrait par des canaux neutres. Müller écrivit soigneusement. Il expliqua qu'il avait été capturé en Normandie et transporté en Amérique. Il était maintenant au Minnesota. Il travaillait dans une ferme. Il était en bonne santé. Il mangeait 3 repas par jour. Il demanda des nouvelles de son jeune frère, Klaus, qui avait été enrôlé dans la Wehrmacht en 1943 et envoyé sur le front de l'Est. Müller n'avait reçu aucune nouvelle de Klaus depuis avril. Il scella la lettre et la donna au censeur du camp. La lettre mettrait environ 6 semaines pour atteindre Stuttgart, en supposant que le système postal fonctionnait encore et que la maison de ses parents n'avait pas été détruite par les bombardements alliés. Le travail à la ferme Peterson continua pendant 3 semaines. Chaque jour suivait le même schéma. Réveil à 5h30, petit déjeuner, trajet en camion vers la ferme, travail jusqu'à 16h, retour au camp, dîner, loisirs du soir. La routine était monotone, mais prévisible. Müller préférait le prévisible. Prévisible signifiait pas de tir d'artillerie, pas de raids aériens, pas d'ordre soudain de retraite sous le feu. Le 23 juin, le champ de choux fut terminé. Peterson inspecta le travail et le déclara satisfaisant. Il serra la main du garde américain et le remercia. Le garde traduisit les remerciements aux prisonniers. Müller et les autres furent réaffectés à une autre ferme la semaine suivante. À la mi-juillet, Müller avait pris 5 kg. Son uniforme était plus serré sur sa poitrine et ses épaules. D'autres prisonniers montraient des changements similaires. Schmidt avait pris 7 kg. Hoffmann en avait pris 8. Le médecin américain du camp effectuait des inspections sanitaires hebdomadaires. Il mesurait le poids et vérifiait les signes de malnutrition ou de maladie. Le rapport du médecin montrait que le prisonnier de guerre allemand moyen au camp d'Alona avait pris 5,5 kg au cours des 6 premières semaines de captivité. Le médecin attribuait cela à une nutrition adéquate et à un stress réduit. Müller l'attribuait au fait de manger 3 repas par jour et de ne pas être bombardé ou fusillé. En août, Müller fut réaffecté à une conserverie dans la ville de Wels, à 101 km au sud du camp. L'usine transformait du maïs et des petits pois. Le travail était à l'intérieur, ce qui était préférable au travail des champs pendant les semaines les plus chaudes de l'été. Müller opérait une machine qui triait les petits pois par taille. La machine était bruyante et répétitive, mais l'usine était climatisée. Müller n'avait jamais travaillé dans un bâtiment climatisé auparavant. La température à l'intérieur de l'usine restait à 20 degrés Celsius, tandis que la température extérieure atteignait 33 degrés. Pendant les pauses déjeuner, Müller et les autres prisonniers s'asseyaient dans la cafétéria de l'usine et mangeaient des sandwichs fournis par la direction de l'usine. L'usine payait les prisonniers au taux standard de 100 centimes de l'heure en bons du camp. Müller accumulait des coupons et les dépensait à la boutique du camp.
La boutique du camp vendait des cigarettes, des bonbons, des articles de toilette, du papier à lettres et de la bière. De la bière. Les prisonniers de guerre américains étaient autorisés à acheter de la bière. Müller achetait 2 bouteilles de bière par semaine et les buvait lentement dans la baraque en écrivant des lettres à sa famille. En septembre, Müller reçut une lettre de sa mère, la première communication qu'il avait reçue depuis sa capture. La lettre avait été écrite en juillet et acheminée par la Croix-Rouge. Sa mère expliquait que Stuttgart avait été lourdement bombardée en mars. Leur maison avait été endommagée, mais tenait toujours debout. Son père travaillait dans une usine de munitions. Klaus était vivant. Il avait été blessé en Biélorussie en juin, mais s'était rétabli et avait été renvoyé à son unité. La mère de Müller demandait des nouvelles de sa santé et de son traitement. Elle avait entendu des rumeurs sur les camps de prisonniers américains. Certaines rumeurs disaient que les Américains affamaient leurs prisonniers. D'autres rumeurs disaient que les Américains exécutaient les officiers SS capturés. La mère de Müller voulait connaître la vérité. Müller répondit immédiatement. Il expliqua sa routine quotidienne, les repas, les affectations de travail, les conditions de vie. Il lui dit qu'il avait pris du poids et qu'il était en bonne santé. Il lui dit que les Américains traitaient les prisonniers selon la Convention de Genève. Il lui dit qu'il était en sécurité. Il ne lui dit pas qu'il mangeait une meilleure nourriture au Minnesota qu'il n'en avait mangé pendant tout son temps dans la Wehrmacht. Ce détail semblait cruel quand sa famille survivait avec de la nourriture rationnée dans une ville bombardée. Le travail à la conserverie continua jusqu'en octobre. En novembre, la saison des récoltes se terminait. Les prisonniers furent réaffectés à des opérations d'exploitation forestière dans le nord du Minnesota. Les camps forestiers étaient des installations temporaires installées dans les bois. Les prisonniers vivaient dans des baraques chauffées et coupaient du bois pour l'effort de guerre. Le travail était dur, abattre des arbres, couper des rondins, charger des camions. Müller avait développé de la force grâce à 5 mois de travail agricole, mais l'exploitation forestière nécessitait des muscles différents. Son dos et ses bras lui faisaient mal après la première semaine. La nourriture au camp forestier était différente aussi. Plus de viande, plus de pommes de terre, plus de pain. Les cuisiniers expliquèrent que les hommes effectuant un travail physique intense nécessitaient des calories supplémentaires. L'apport quotidien de Müller augmenta à environ 4500 calories. Il continue à prendre du poids. En décembre, il pesait 85 kg, 13 kg le plus qu'à son arrivée en juin. Le 19 décembre, Müller reçut une autre lettre de sa mère. Klaus était mort, tué en Prusse orientale pendant l'offensive soviétique en octobre. Son corps n'avait pas été retrouvé. La Wehrmacht avait envoyé un télégramme à ses parents le 3 novembre. Müller lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la mit dans son casier. Il sortit dans la neige et resta là pendant plusieurs minutes. Schmidt le trouva et lui demanda s'il allait bien. Müller expliqua pour Klaus. Schmidt présenta ses condoléances. Müller le remercia et rentra. Cette nuit-là, Müller s'allongea dans son lit et pensa aux mathématiques de la guerre. Klaus s'était battu pendant 2 ans sur le front de l'Est. Il avait survécu à l'hiver, à la boue, à l'artillerie soviétique, aux chars T-34, aux roquettes Katyusha et à tout ce que l'armée rouge lui avait lancé. Puis il était mort, en octobre 1944, pendant que Müller coupait du bois au Minnesota et mangeait 4500 calories par jour. L'injustice était accablante. Le travail forestier continua pendant l'hiver. Les hivers du Minnesota étaient brutaux. Les températures descendaient à moins 29 degrés Celsius en janvier. Les prisonniers portaient des manteaux épais, des gants, des chapeaux. Les baraques étaient chauffées avec des poêles à bois. Les prisonniers se relayaient pour alimenter les poêles toute la nuit afin de garder les bâtiments au chaud. Müller se porta volontaire pour les quarts de nuit. Il ne pouvait pas dormir de toute façon. Il passait les heures à alimenter le poêle en bûche et à penser à Klaus, à Stuttgart, à ce qui se passerait quand la guerre se terminerait. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula. Les haut-parleurs du camp annoncèrent la nouvelle à 15h17 dans l'après-midi. Müller travaillait au camp forestier quand il l'entendit. Les gardes américains ne célébrèrent pas bruyamment. Ils informèrent simplement les prisonniers que la guerre en Europe était terminée. Le Japon se battait toujours. Les prisonniers continueraient leurs affectations de travail jusqu'à nouvel ordre. Ce soir-là, le camp servit un dîner normal. Pas de repas spécial, pas de discours, juste la routine habituelle du soir. Müller s'assit dans le réfectoire et mangea son dîner, et se demanda ce qui viendrait ensuite. La réponse vint progressivement. En juin, les autorités annoncèrent que les prisonniers de guerre allemands resteraient en Amérique jusqu'à ce que le transport puisse être organisé.
L'armée avait besoin de navires pour ramener les soldats américains d'Europe. Les prisonniers allemands devraient attendre. En juillet, les autorités du camp annoncèrent de nouveaux règlements. Plus de bière ni de cigarettes vendues à la boutique du camp, plus de sodas. Les repas seraient ajustés pour réduire les coûts. La nourriture répondrait toujours aux exigences de la Convention de Genève, mais elle serait moins généreuse. Les civils américains s'étaient plaints. Ils devaient composer avec de la nourriture rationnée, pendant que les prisonniers allemands mangeaient du poulet rôti et de la crème glacée. Les plaintes avaient atteint le Congrès. Des ajustements étaient nécessaires. Les changements de repas commencèrent en août. Müller le remarqua immédiatement. Moins de viande, plus de pommes de terre, des abats apparurent au menu. Cœur, foie, rognons, morceaux de viande que les Américains évitaient généralement. Le pain était plus foncé, fait avec de la farine moins raffinée. Les desserts disparurent. Les repas étaient toujours adéquats, toujours plus que ce que Müller avait mangé dans la Wehrmacht, mais l'abondance avait disparu. Schmidt se plaignit que les Américains les traitaient enfin comme de vrais prisonniers, au lieu d'invités. Müller n'était pas d'accord. Les Américains les nourrissaient toujours régulièrement, les logeaient toujours correctement, les payaient toujours pour leur travail. La réduction de la qualité de la nourriture était mineure comparée à ce que les prisonniers allemands vivaient dans les camps soviétiques. Müller avait entendu des histoires de prisonniers qui avaient été capturés sur le front de l'Est et plus tard transférés sous garde américaine par des échanges de prisonniers. Ces hommes décrivaient des camps soviétiques où les prisonniers mouraient par milliers de faim, de maladies et d'exécutions. Être capturé par les Américains ou les Britanniques était une chance. Être capturé par les Soviétiques était une condamnation à mort. Les affectations de travail continuèrent pendant l'automne. Müller fut renvoyé à la ferme Peterson pour aider avec la récolte. M. Peterson le salua par son nom. Müller avait travaillé à la ferme Peterson pendant 3 semaines en juin 1944. Maintenant, c'était septembre 1945 et Peterson se souvenait de lui. Peterson s'enquit des projets de Müller après le rapatriement. Müller expliqua qu'il n'avait aucun projet. Stuttgart avait été bombardée à plusieurs reprises. La maison de sa famille était endommagée. L'Allemagne était occupée par les forces alliées. L'économie était détruite. Les emplois seraient rares. Müller ne savait pas ce qu'il ferait à son retour. Peterson hocha la tête et dit qu'il comprenait. Il mentionna que le Minnesota aurait besoin de travailleurs après la guerre. Si Müller voulait rester en Amérique, Peterson l'aiderait à naviguer dans le processus d'immigration. Müller le remercia mais ne s'engagea à rien. L'idée de rester en Amérique semblait impossible. En janvier 1946, Müller reçut une lettre de son père. Stuttgart se remettait lentement. Les décombres étaient en train d'être déblayés. La nourriture était encore rare, mais les Américains fournissaient des rations. La monnaie était instable. Les emplois étaient difficiles à trouver. Son père suggéra que si Müller avait des opportunités en Amérique, il devrait envisager de rester. L'Allemagne mettrait des années à se reconstruire, peut-être des décennies. Un jeune homme avec des compétences et de l'ambition pourrait mieux réussir en Amérique que dans les ruines de Stuttgart. Müller lut la lettre 3 fois. Son père lui donnait la permission de ne pas rentrer à la maison. En février, Müller parla de nouveau avec M. Peterson. Peterson avait déjà aidé 2 autres prisonniers de guerre allemands du camp à demander des permis de travail et une éventuelle citoyenneté. Le processus était compliqué, mais possible. Müller aurait besoin d'un parrainage d'emploi, de références de caractère et de l'approbation des autorités d'immigration. Peterson pouvait fournir le parrainage d'emploi. Le commandant du camp pouvait fournir des références de caractère basées sur le dossier de travail de Müller. Müller demanda du temps pour y réfléchir. Peterson dit de prendre tout le temps nécessaire. Müller passa 2 semaines à considérer la décision. Rester en Amérique ou retourner en Allemagne. Construire une nouvelle vie au Minnesota ou reconstruire l'ancienne vie à Stuttgart. Les mathématiques étaient claires. L'Amérique offrait de meilleures opportunités. Mais les mathématiques n'étaient pas tout. Müller avait de la famille à Stuttgart. Il avait une histoire là-bas. Pouvait-il abandonner tout cela pour devenir américain? Un ancien soldat de la Wehrmacht pouvait-il devenir citoyen américain? Le 3 mars 1946, Müller prit sa décision. Il s'approcha de M. Peterson et accepta l'offre. Il resterait en Amérique. Il demanderait l'immigration. Il travaillerait à la ferme Peterson et apprendrait les méthodes agricoles américaines et construirait une vie au Minnesota. Peterson lui serra la main et dit qu'il avait fait le bon choix. Müller n'en était pas certain, mais il était certain de l'alternative. Retourner à Stuttgart signifiait retourner à la destruction, à la pénurie
et au souvenir de tout ce qui avait été perdu. Rester au Minnesota signifiait recommencer. Le processus de demande d'immigration prit 7 mois. Müller fut libéré de son statut de prisonnier de guerre en mai 1946, mais resta aux États-Unis avec un permis de travail temporaire pendant que sa demande était traitée. Il vécut dans un petit appartement à Alona et travailla à temps plein à la ferme Peterson. Le travail était familier maintenant. Peterson le payait au salaire agricole standard, 35 cents de l'heure. Müller économisait la plupart de ses gains. Il acheta des livres de grammaire anglaise et étudiait chaque soir. Il pratiquait l'anglais avec Madame Peterson et sa fille. En octobre, Müller pouvait tenir de simples conversations en anglais sans traducteur. Le 17 décembre 1946, Müller reçut une notification que sa demande d'immigration avait été approuvée. Il obtiendrait la résidence permanente avec une voie vers la citoyenneté après 5 ans. Müller lut la lettre 3 fois. Il était maintenant un immigrant légal aux États-Unis. Un ancien soldat ennemi qui avait combattu contre les forces américaines en Afrique du Nord et en France était maintenant autorisé à vivre et travailler en Amérique de façon permanente. 3 ans plus tôt, Müller tirait sur des soldats américains depuis un char en Tunisie. Maintenant, il vivait au Minnesota et travaillait dans une ferme américaine et prévoyait de devenir citoyen américain. Müller continua à travailler pour Peterson pendant 1947 et 1948. Il apprit les techniques agricoles américaines, économisa de l'argent et améliora son anglais. En 1949, Peterson l'aida à acheter 80 acres de terre adjacentes à la ferme Peterson. Müller utilisa ses économies pour la compte et contracta un prêt auprès d'une banque locale pour le reste. Il planta du maïs et du soja. La première année fut difficile, mais il apprit. En 1950, sa ferme était rentable. Il rencontra une femme nommée Margaret Hanson à l'église. La famille de Margaret avait immigré de Norvège en 1923. Müller et Margaret se marièrent en juin 1951. Ils eurent 3 enfants au cours des 5 années suivantes. Le 12 avril 1952, Müller devint citoyen américain. La cérémonie eut lieu au tribunal fédéral de Fort Dodge, Iowa. Müller leva la main droite et récita le serment d'allégeance. Il jura de soutenir et défendre la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, étrangers et domestiques. Le juge lui demanda de déclarer son nom. Müller répondit en anglais, clairement sans accent suffisant pour que quiconque le remarque. Hans Müller. Le juge sourit et dit « Bienvenue chez vous, monsieur Müller ». Müller sortit du tribunal dans le soleil d'avril, tenant son certificat de naturalisation. Il s'assit dans son camion sur le parking et fixa le document. Citoyen des États-Unis d'Amérique. Il pensa à Klaus qui était mort dans un champ gelé en Prusse orientale. Il pensa à ses parents à Stuttgart reconstruisant leur vie dans un pays divisé. Il pensa au parcours qu'avait pris sa vie, tireur de char à prisonnier, à fermier, à américain. Les mathématiques de tout cela semblaient impossibles. Dans le camion seul, Müller commença à pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement, de gratitude, du poids écrasant d'une seconde chance qu'il n'avait jamais attendue et ne comprenait pas pleinement comment il l'avait reçue. Ce soir-là, Müller écrivit une lettre à son père à Stuttgart. Il expliqua la cérémonie de citoyenneté. Il décrivit les paroles du juge. Il essaya d'articuler ce que cela faisait de devenir américain, de prêter serment à un pays contre lequel 7 ans plus tôt il se battait. Il écrivit qu'il comprenait si son père était déçu, si sa mère sentait qu'il les avait abandonnés, si les gens à Stuttgart le considéreraient comme un traître. Mais il écrivit aussi que l'Amérique lui avait donné quelque chose que l'Allemagne ne pouvait pas. Pas seulement de la nourriture ou de la terre ou des opportunités, bien que toutes ces choses comptaient. L'Amérique lui avait donné la chance d'être quelque chose d'autre que ce que la guerre avait fait de lui. En Allemagne, il serait toujours un soldat qui avait perdu. En Amérique, il pouvait être un fermier, un mari, éventuellement un père. La guerre avait pris Klaus et des millions d'autres. Elle avait détruit des villes et des familles et des modes de vie entiers. Mais d'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle avait aussi amené Müller au Minnesota, à la ferme Peterson, à ce moment dans un tribunal en Iowa où un juge l'appela américain et lui dit « Bienvenue chez vous ». Müller scella la lettre et marcha jusqu'à la poste. Il l'envoya à Stuttgart et retourna à sa ferme. Margaret attendait sur le porche. Elle demanda comment s'était passée la cérémonie. Müller lui montra le certificat. Elle le serra dans ses bras et dit qu'elle était fière. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner tranquille. Juste eux deux et la vie qu'ils construisaient ensemble dans un pays qui avait autrefois été l'ennemi et était maintenant leur foyer.
Hans Müller cultiva au Minnesota pendant 43 ans. Il éleva 3 enfants, qui devinrent enseignants, ingénieurs et infirmières. Il ne retourna jamais en Allemagne. Ses parents moururent dans les années 1960. Il maintint une correspondance avec des parents à Stuttgart jusqu'à sa propre mort, mais le Minnesota était l'endroit où il appartenait. La ferme qu'il acheta en 1949 resta dans la famille. Quand Müller mourut en février 2011 à l'âge de 89 ans, ses funérailles eurent lieu dans la même église luthérienne où il avait épousé Margaret 60 ans plus tôt. Plus de 200 personnes assistèrent, d'anciens élèves du lycée où il avait parlé de son expérience de prisonnier de guerre, des voisins dont les familles le connaissaient depuis des décennies, ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le pasteur nota dans son éloge funèbre que Müller avait combattu dans une guerre terrible, avait été capturé par l'ennemi et avait d'une manière ou d'une autre trouvé non pas la punition ou la vengeance, mais la miséricorde. Le pasteur dit que la vie de Müller prouvait que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, la grâce était possible. Que d'anciens ennemis pouvaient devenir voisins, qu'un homme pouvait tout laisser derrière lui et construire quelque chose de nouveau. Que l'Amérique à son meilleur était un endroit où les secondes chances étaient réelles. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées d'archives poussiéreuses chaque jour. Déposez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer que Hans Müller ne disparaisse pas dans le silence.